né dans un village au fin fond de la Kabylie, qui s'appelle Taïma. Merci d'avoir fait l'effort à Watif de le prononcer correctement. Puis apparemment, il y a des gens qui le reconnaissent ici dans cette salle. Mais la première immigration que j'ai faite, et la plus difficile, et la plus dure, c'était justement entre Taïma, qui est mon village natal, juste à 70 km du chef-lieu du wilaya, qui était Béjaïa. Mais quel choc culturel, je vous assure. J'ai eu l'impression, pendant plusieurs mois, pas juste quelques jours, que j'étais schizophrène, que je vivais à l'intérieur de moi comme étant une personne A, mais vraiment qu'à l'extérieur, j'étais une personne autre. Et cette sensation ne m'a jamais lâché. J'avais 7-8 ans, et quel déchirement de pouvoir laisser cette montagne, cette école où je faisais 3 km neige, pluie, soleil pour aller étudier. Et la pire chose, c'est que mon père était le directeur et l'enseignant. Vous pouvez imaginer la pression que ça fout d'avoir son propre père avec l'asa, l'iman asa, pour appeler. Et finalement, ce village qui était, et qui est toujours évidemment si cher pour moi, représentait l'aspect dur de la vie. Il fallait aller chercher l'eau à quelques centaines de mètres. Il fallait faire une marche de plusieurs centaines, voire quelques kilomètres pour aller étudier. Mais qu'est-ce que c'était chaleureux, qu'est-ce que c'était enveloppant, qu'est-ce que, on dirait, en plus on était au trou de 2 montagnes, c'était vraiment le... mais c'était ça, c'était comme une chaleur que je retrouvais qui était un confort tout à fait contrastant avec l'aspect rude des conditions de vie, tout simplement. On était dans une maison vraie, typiquement maison de village, avec la pierre, etc. Et l'anecdote que j'ai à partager avec vous, c'est qu'un jour, à la veille de l'Aïd, quelques semaines avant on ramenait les moutons très longtemps avant l'Aïd. Aujourd'hui, c'est la veille, Arwah. Mais on avait une relation, vous vous rappelez de cette relation qu'on avait bâtie, on les prénommait quasiment. Mohamed, Rachid, Sadia, si c'est une chèvre. Mais bref, mais on avait une relation étroite avec ce mouton. On ne savait pas de toute façon qu'il allait être sacrifié, honnêtement, dans notre état enfant. Et bien un jour, je jouais avec lui, puis j'avais pas remarqué qu'il était lâché. Et mon grand-père était en train de s'occuper de ses oliviers, a remarqué que ce mouton-là était en fait détaché. À l'instant même où il a remarqué, le mouton aussi avait remarqué ma présence désagréable. Il s'est mis à courir derrière moi et on avait 3 marches. J'ai eu un coup incroyable qui m'a cogné. J'ai sauté environ peut-être 7-8 mètres, mais dans ma tête, j'avais fait Usain Bolt. J'étais vraiment en mode... J'avais fait presque le plus haut saut de ma vie. Et cette image m'est restée avec cette douleur, mais en même temps, c'est l'odeur de la terre avec la pluie, les oliviers aux alentours. Cette image me couvait. J'arrive à Béjaïa-Ville, ceux qui connaissent Bougie. Mon quartier était à côté de l'université et à côté du stade. J'avais l'impression que j'avais en face de moi des étrangers. Véritablement. On parlait... Eh ben non, on ne parlait pas la même langue. Parce que, étant un blédard, venant du village, par exemple, un truc très simple, on dit « akwif » pour dire « tous ». Eh bien, Bougie, il dit « ilke ». Et ça fait toute une différence. Et donc, on vous reconnaît tout de suite, quand vous arrivez dans le territoire bougiote, citadin, que vous êtes un blédard. Et donc, j'ai compris ma condition de blédard très très jeune. Et j'étais à l'âge de 7-8 ans, pré-adolescence, pas tout à fait adolescent, c'était vraiment pesant pour moi de supporter ce poids. Je suis l'aîné de la fratrie. Mes frères et sœurs n'avaient pas nécessairement cet handicap parce qu'ils n'avaient pas l'âge de réaliser ça. Mais moi, j'étais vraiment à l'âge de réaliser ma condition. On parlait différemment. Donc, il fallait que je m'ajuste à la langue. Il fallait que je comprenne cette langue. Il fallait que je fasse un effort pour parler comme eux. Et des fois, comme dit Gad el Maleh, la stratégie, elle sort.
Parce que, tu sais, tu ne peux pas taire ta langue de façon éternelle. Et surtout quand je m'énervais. Quand je m'énerve, je parle en berbère très solide. Mais encore, j'ai voyagé et j'ai rencontré les gens de Tizi. Mais ils ne parlent pas la même langue que nous. Ah, mais c'était bizarre. Eux, ils parlent en gras, les bougiottes en italique, et nous, je ne sais pas en quoi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis vraiment dans une diversité si grande que je ne me reconnais même pas à quelques dizaines de kilomètres? Et puis je partais chez mes grands-parents à Al-Qsa. Ils ne parlent pas la même langue aussi. Donc mon oncle, qui est plus jeune que moi, quand il parle très vite. Al-Qsa, il parle trop vite. Donc, déjà pour l'écouter, c'était déjà quelque chose. Et donc le premier choc culturel, vous comprenez, je l'ai tout simplement à 70 km de chez moi. 6500 km plus tard, à Montréal, au final, c'est exactement la même chose. Les préjugés que j'ai eus en étant à 70 km de chez moi, je vous le jure que, vu l'âge aussi, étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus stigmatisants, intimidants. Au lycée, il fallait passer devant le papiche, devant une fille, tu dois savoir comment parler. Et si tu parles comme un blédard, t'as pas... Et donc, j'avais une multitude de facettes. Mais ça m'a façonné en même temps. Ça m'a appris à parler aisément plusieurs langues, malgré tout. On va dire plusieurs accents, mais quand même, ce sont des radicaux de mots qui sont quand même différents. Et j'ai voyagé à Alger. Plutôt, j'ai émigré à Alger. Oh my God. Alors là, à 260 km de bouger, les Algérois, si vous êtes là ce soir, aujourd'hui, on est tous des Algériens. Et même quand on arrive à Alger, Alger, oui, c'est la capitale, mais Garissa l'océan. Mais il y avait un rapport très mignon entre les Algérois et les bougiottes et les Algérois, c'était comme Yahoo. Tu veux passer le cap, dès que tu arrives à Goodwell, tu dois switcher vers Yahoo. Et c'était le signe de l'algéroisité. Je vais vous montrer la vidéo des singes qui montent un escabeau avec des bananes en haut. Puis il y avait une sorte de diktat que celui qui monte, on va le frapper. Bref, vous pouvez le chercher sur YouTube, mais c'est cette image qu'on a créé un microcosme qui vous impose des lois et des diktats, et que sans qu'on vous dise quoi que ce soit, vous allez faire exactement la même chose que tout le monde. Et ça, s'il y a une chose vers laquelle on doit se battre continuellement, c'est exactement ce marasme, cette philosophie qui nous enveloppe dans un mindset, dans une attitude complètement d'inaction. Et j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé dans une aventure entrepreneuriale. J'ai créé une société à 24 ans avec mon père et mon frère, où j'ai importé pour la première fois en Algérie un produit qui s'appelle le Smart Board, qui est un tableau interactif super sophistiqué à l'époque et qui vient de Calgary. 5 ans après, je vous rappelle, mon père est enseignant, ma mère est analphabète, mais j'ai pu, en Algérie, je dirais, pénétrer toutes les sphères en étant juste moi-même. Je faisais quelque chose qui était complètement révolutionnaire à l'époque. J'avais à peu près un budget marketing de 150 000 $ pour zéro de dépensé. J'ouvrais le journal et à chaque fois que je trouve un symposium, un séminaire, Dieu sait qu'il y en a beaucoup en Algérie, je vais contacter l'organisateur et je leur disais, vous avez une salle de conférence comme celle-là? Oui. J'amenais mon produit gratuitement pour que les conférenciers l'utilisent. Et en contrepartie, j'avais un stand de 12-18 mètres carrés à l'extérieur. Et même que quand le ministre venait pour inaugurer le salon ou la conférence, en fait, au lieu qu'il fasse le hachia, il le faisait sur un smartboard technologique en défilant son doigt et en écrivant avec un style interactif. Qui pensez-vous au journal télévisé de 8 heures et devant le ministre? René Colli. Parce que l'organisateur ne savait pas utiliser ça. Et il ne fallait surtout pas faire d'erreur devant le ministre. Et c'est comme ça qu'en calculant toutes ces actions, juste en étant au-devant de la scène, ça m'a amené à être intervenant chroniqueur à la chaîne 3 avec Ahmed El Hari.
je salue. Et Emaya Zalouki, aussi de la Chantefa, qui m'invitait à... Bref, je commençais à pénétrer un peu le monde et je me disais, un peu comme vous, mais c'est pas possible. S'il m'offre cette chance, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en arrière. On est tout le temps suspicieux. Et j'ai découvert qu'au fur et à mesure, ce n'était pas nécessairement le cas. Et qu'il y avait des brèches dans notre société, qu'on pouvait se faufiler un peu en chemin pour essayer d'avoir sa place. Et j'ai eu des clients, j'ai eu des ministres comme clients, j'ai équipé toute l'armée de l'air algérienne, de A à Z. J'étais à Tafraoui, à Bousfeur, à part Sétif, qui est l'école des hélicos, j'ai fait à peu près toutes les scènes. Et j'ai eu des généraux et des colonels et des commandants, comme dans cette salle, pour les former sur l'utilisation de ces technologies. J'ai eu des accords avec le ministère de l'Éducation. Une partie a fonctionné, d'autres non, à cause notamment de l'affaire Sonatra, qui a un peu éteint l'ensemble des investissements des étrangers en Algérie. Mais j'y croyais à cette Algérie. Et je peux même vous dire que j'y croyais tellement que je voulais même être acteur de ce changement. J'avais des ambitions pour ce pays. Je voulais même être, pourquoi pas, l'un des plus jeunes politiciens dans notre pays. Et arriva 2010, je ne me rappelle plus la troisième élection, quand est-ce qu'elle s'est passée. Et là, des circonstances personnelles aussi se sont produites dans ma vie. Et une offre, en fait, d'expatriation. Et la compagnie Smart voulait ouvrir le Québec. Et il se trouvait que la langue française étant indispensable. Donc ils ont fait appel à mes services en me disant « Venez nous pénétrer le marché québécois ». Et moi, c'était vraiment pour une année, 2 ans tout au plus. En arrivant ici, j'avais compris une chose, que réussir en Algérie, c'est bien, mais réussir ailleurs, ça a plus de valeur. Deuxième chose que j'ai appris, peu importe où on est dans le monde, on reste algérien et on peut toujours faire du bien pour son pays, peu importe la distance. Et c'est comme ça qu'en 2014, 2015, 2016, j'ai formé et eu dans mes conférences plus de 3600 Algériens dans des universités, dans pas mal de sphères, seul. J'avais ni un ministère en arrière de moi, ni un programme de subvention internationale. Juste seul, j'ai décidé d'évangéliser l'entrepreneuriat. Et je te parlais de mon parcours d'entrepreneur, mais aussi de mes échecs. Et j'ai pu quand même faire quelque chose qui est de l'ordre aujourd'hui. Des gens qui me disent « Rani, tu as dit telle phrase à l'ISGP ou à l'école de telle ou à telle université qui m'a vraiment marqué, qui m'a drivé à avancer de l'avant. » Ça me fait plaisir. C'est le plus gros chèque que quelqu'un qui veut faire un ajout dans sa communauté pourrait avoir. Et quand je résume mon parcours qui, en passant de Rabat, où j'ai créé une société sœur 1 an après avoir créé la mienne à Alger, je connaissais personne, mais j'ai juste rencontré une personne ça a été une opportunité que j'ai saisie. Je suis devenu le premier opérateur en technologie interactive au Maroc. Et j'ai absolument jamais eu aucun souci à m'intégrer au Maroc économiquement et culturellement. Et donc j'ai pu aussi vérifier par moi-même les dits et les non-dits qui se passent par rapport à un territoire. Suite à cela, j'ai été à San Francisco signer un contrat avec un concurrent à la marque que j'avais. J'arrive à Paris sur une scène surréaliste. Le ministre de l'Éducation français, dans un salon des technologies de l'information et de l'éducation, avait besoin de quelqu'un qui lui fasse une présentation de 3 minutes. Et la directrice marketing France m'a choisi, m'a dit « Rani, il n'y a pas plus compétent pour faire ce job à part toi. » Et quand je finis, le ministre me dit, c'est à l'époque de Sarkozy, Xavier Bertrand, quelque chose comme ça, il me dit mais vous avez un accent un peu de l'Est, jeune homme. Je dis, c'est plutôt du Sud. Ah non, il me dit, je connais les Marseillais quand même, ils ne parlent pas comme ça. Je dis, non, un peu plus que du Sud. Et là, il réalisait qu'il avait en face de lui un Algérien qui lui expliquait le retard que la France avait par rapport au marché anglais, par rapport au marché du monde entier, et que nous, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, on était beaucoup plus avancés sur cette technologie précise par rapport au niveau français. Est-ce que c'est une fierté? Oui, mais je vous disais que le temps me manquerait. La communication, aujourd'hui je fais des scènes devant 500 000 personnes. Je fais de la radio et de la télé. Mais à 17 ans, quand un adulte me parlait, spécialement mon père, comme on dit au Québec, je braillais.
Je pleurais, j'étais dans une timidité sévère. J'ai dû me prendre en charge moi-même pour pouvoir dépasser cet état, pour pouvoir comprendre qu'on a des schémas mentaux qu'on doit dépasser pour pouvoir changer de situation A à une situation B. Donc la timidité, ça m'a toujours été une peur viscérale qui m'handicapait quasiment, mais dont j'ai saisi l'opportunité pour passer à autre chose. L'école, évidemment, est un jeu d'échecs. On nous a toujours appris à choisir science, ou choisir ceci, ou choisir cela. J'ai voulu faire informatique parce que j'étais inspiré par mon cousin, et il y a 14 ans, j'ai développé seul, avec l'accompagnement de mon cousin, un logiciel de gestion d'inventaire pour le magasin de mon père, au complet, avec Clipper 5.3, pour les informaticiens qui sont dans la salle. J'arrive à l'université, on veut m'étudier, on veut m'enseigner Pascal. C'est pas le nom d'une fille, c'est le nom d'un langage de programmation. Mais c'est aussi le nom d'une fille. Et donc c'était comme un retour en arrière que j'ai pas supporté. Et de informatique gestion, j'ai pris juste gestion. J'étais super brillant malgré moi dans tout ce qui est informatique, mais j'étais déçu de ne pas avoir des gens qui m'enseignent quelque chose, où j'étais toujours le brillant gars avec des lecteurs CD, des disquettes. Ça plaisait beaucoup aux filles, ça a fait mon affaire. Mais quand même qu'en termes de savoir, c'était pas nécessairement ce que j'attendais. Je voulais aller plus loin. Je vais à Alger, pareil, dans le commerce international. C'était encore quelque chose que je voulais avoir de plus. Quelque chose à niveau supérieur. Et le succès, finalement, comment je l'ai défini moi-même, c'est que je puisse être et rester et demeurer qui je suis profondément. Parce que dans tout ce marasme, dans toutes ces distances, dans tous ces mouvements d'un lieu à un autre, avec toutes ces cultures et sous-cultures, rester soi-même est l'enjeu le plus important pour n'importe qui d'entre nous. Et l'intégrité, évidemment, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, parce qu'on a des approximations dans notre culture algérienne. Ça dépend. Ça, c'est un marasme qui est complètement ancré en nous, qu'on doit dépasser. Je donne un rendez-vous, je viens, Waqila, Inch'Allah. Donc, on est tout le temps dans ces approximations qui font que c'est pas que les autres sont meilleurs que nous, c'est juste que nous, on n'est pas nécessairement la meilleure version de nous-mêmes. Et vous méritez, chacun d'entre nous mérite d'être la meilleure version de soi, tout simplement. Donc, je vous demande tous, s'il vous plaît, de vous lever. Tous. Et je vous prie vraiment de me pointer du doigt comme cette image. Tous. Et en me pointant du doigt, pensez à peut-être au gouvernement. Pensez aux employeurs qui vous ont refusé une entrevue. Pensez peut-être à vos parents qui vont peut-être imposer certains choix. Pensez à qui vous voulez. Pensez à ceux qui réellement peut-être ont été un frein dans votre vie. J'ai juste envie de vous dire une chose. Quand on pointe quelqu'un ou quelque chose du doigt, il y en a 3 qui sont versés vers vous. Merci.